question. Pour répondre à votre question, c'est vrai, parce que nous sommes dans un contexte particulier, c'est une guerre d'agression, et c'est avéré que le Rwanda occupe aujourd'hui une partie de la République démocratique du Congo. Les journalistes s'en tiennent aux faits. Et les journalistes, c'est un citoyen tout d'abord. Avant d'être journaliste, on est citoyen, on est astreint à un certain nombre de devoirs envers la nation ou encore l'État. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec vous que nous devons également participer, si possible, à construire un discours pour la nation, un discours pour le pays. Mais quant à dire qu'on ne peut pas avoir une couleur politique, là c'est un faux débat. D'autant plus que nous avons nos fondamentaux, nous avons les règles du jeu sont claires, si on peut le dire ainsi. On ne peut pas enfreindre l'éthique ou encore la déontologie. Nous avons des organes de régulation comme arbitre, et je vois très mal qu'on puisse outrepasser sa fonction. Mais je crois qu'avec un sujet comme celui de la guerre, on ne devrait pas avoir une presse de la gauche et une presse de la droite, n'est-ce pas, les grands Moukoué-Fouégué? Tout à fait, Blaise. On ne peut pas avoir une presse colorée, comme vous dites, de gauche ou de droite, en ce moment où le pays est agressé. Mais par rapport à la journée mondiale de la liberté de la presse, puisque nous en parlons, il est question du front médiatique sous le versant numérique. C'est-à-dire la thématique retenue cette année, à savoir les journalistes face à la révolution numérique, face à l'intelligence artificielle, oui, rappelle aux journalistes le sens beaucoup plus accru des responsabilités, parce que la révolution numérique augmente les techniques de manipulation, de désinformation. Rappelez-vous le concept du ministre de la Com, le poison rwandais. Et beaucoup de confrères sont tombés dans ces pièges-là, dans le simple fait de relayer des contre-vérités distillées ou boutiquées dans des officines du Rwanda ou des agresseurs. Donc c'est un contexte qui nous rappelle, qui nous convoque, qui nous invite, et pourquoi pas, à beaucoup plus de responsabilités, à beaucoup plus de défis. Parce que tenez, le numérique remodèle la façon de faire le journalisme, remodèle nos comportements. Et donc il faut beaucoup plus de responsabilités, à mon sens. Edith Chala? Oui, je crois que tout ce qui a été dit ici est louable et très important. Et je pense aussi que, comme Kenny le disait tout à l'heure, le journaliste est d'abord un citoyen. Mais ce n'est pas un citoyen vulgaire. Le journaliste est un citoyen dans l'élite du pays. Les journalistes abordent des questions pertinentes et le journaliste façonne une opinion publique. Ce qui fait que la responsabilité du journaliste est beaucoup plus élevée qu'on ne le pense. Le malheur, chez nous, dans notre presse, c'est que on a réussi à avoir dans la bergerie des personnes qui ne sont pas d'abord des citoyens. Des moutons noirs, vous voulez dire? Des brebis galeuses. Des brebis galeuses, mais qui ont déjà raté l'éducation de base. Quand vous avez des gens qui manquent les fondamentaux du citoyen, les basiques, vous les trouvez au niveau de l'élite. Nous avons beaucoup plus à se plaindre qu'à nous réjouir. Les journalistes doivent être aussi responsables, surtout en cette matière d'intelligence artificielle, parce que les informations manipulées peuvent être diffusées par un média considéré sérieux et prendre une ampleur qui n'est pas gérable par les pouvoirs publics. C'est pourquoi on exige beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus de maturité pour les journalistes et participer à la construction d'une opinion publique sélecte et intellectuelle. Et ici, il faut rester dans ce principe qui dit qu'un journaliste, avant de diffuser l'information, il doit d'abord la collecter et la traiter avant la diffusion. Je crois que ça nous épargnerait de beaucoup de choses. Parce que nous sommes dans ce secteur des médias, parlons un peu de cette sortie médiatique de Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, membre de l'UDPS, élu national dans la circonscription électorale de Miabi. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Nicolas Kazadi, après son départ du gouvernement, il a pris le temps et puis il a fait des révélations on ne peut plus graves. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons
que c'est une épine sous les pieds de son parti politique, l'UDPS. Juste un petit mot, Edith Tchala, je reviens à vous, sur la sortie médiatique de Nicolas Kazadi. Bon, la sortie médiatique de Nicolas Kazadi, de mon point de vue, je n'ai pas vu beaucoup de révélations là-dedans. Je pense tout simplement que c'est la perception du discours. Mais quand il dit qu'il y a beaucoup de jouisseurs, très bien, justement, et quand il dit que l'argent destiné au projet, première préoccupation, c'est d'abord le partage, et puis le reste, on va destiner cet argent au niveau des projets. Je pense que le problème n'est pas de Nicolas Kazadi. Le problème, c'est à quel niveau? Il est dans le niveau de compréhension de notre communauté. Notre société, en général, c'est mon analyse personnelle. Allez-y. Je crois que la qualité de la réflexion, la qualité d'analyse est en deçà de la moyenne. Pourquoi je le dis? Nicolas Kazadi dit, parce que j'ai quand même suivi l'émission une ou deux fois, dit que nous sommes dans un contexte de jouisseurs. Et puis, la communauté interprète qu'il y a un régime des jouisseurs. Il dit que la culture congolaise est la culture des jouisseurs. J'ai suivi ça aussi. On ne se pose pas les bonnes questions. La jouissance a fait que il y a eu on a appelé ça à l'époque de l'indépendance, ça a pris même beaucoup plus de temps avec le maréchal Mobutu, le contentieux belgo-congolais. Quant à la négociation pour l'indépendance, les politiques sont partis, ils ont acquis l'indépendance. Il a fallu aller renégocier l'indépendance économique, parler des avoirs des entreprises de la République démocratique du Congo qui était à Bruxelles. On a envoyé des sous-fifres, on a envoyé des gens qui n'étaient pas très en vue à l'époque, parce qu'ils estimaient qu'ils avaient eux déjà obtenu ce qu'ils voulaient, le pouvoir. Les autres sont allés là-bas, on leur a donné beaucoup plus de facilité, ils ont cédé des pans entiers de la richesse de notre pays et des entreprises publiques. Mobutu en 1973, je crois, il a donné les entreprises publiques avec la zaïrianisation aux citoyens de la RDC. Mais pourquoi vous faites cette analyse diachronique? Je rappelle l'état d'esprit du citoyen de la RDC. Parce que quand Kazadi dit que nous avons une culture des jouisseurs, on est dans un regard très court-termiste et une analyse étroitement focalisée sur le régime du président Tshisekedi. Oui. Alors que le problème qu'il pose, de mon point de vue, est un problème large et général sur lequel nous devons réfléchir ensemble. Je prends un exemple. Kenina va me continuer. Allez-y, Kenina, attendez, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Laissez Eddy continuer son intervention. Kazadi pose un problème sociétal, un problème sérieux de notre société. Alors que je perdais mon fil d'idée, je pense que Nicolas Kazadi appelle plutôt le peuple de la RDC à regarder les choses différemment. Quand j'ai dit que l'analyse est étroitement focalisée sur les régimes, c'est parce qu'il y a des gens qui considèrent que quand Kazadi parle des jouisseurs, il parle du régime auquel il appartient. C'est comme si la jouissance a commencé aujourd'hui. A commencé avec lui, oui. Alors qu'il pose la question. Des questions qu'il pose sont génériques. Il dit ceci. Quand il y a l'argent du projet, non, Toka Bolanan, donc on se partage d'abord l'argent avant de penser à la réalisation de projet. Mais sans citer les acteurs. Il est ministre des Finances. C'est lui qui donne, c'est lui qui sort l'argent pour la réalisation des différents projets. Il voit comment les gens réagissent quand l'argent arrive pour la réalisation de projets. Ce n'est pas aujourd'hui que l'argent est décaissé et que les gens se servent d'abord avant de penser à la réalisation de projets. Si nous sommes en retard dans le pays, c'est exactement parce que nous avons un état d'esprit très tourné vers l'individualisme. Je pense, c'est ce que Kazadi est en train de dire dans son propos. Si on le pense autrement, on tourne les regards vers les autres sans s'intérioriser. Maboko Bank à la RTN, c'est un exemple, nous le comprenons facilement. Quand on a fini d'avoir Maboko Bank, Nyango fait beaucoup plus de clients que d'habitude. Parce que, individuellement, les gens vont se réjouir. Alors, on pense que les jouisseurs, c'est l'autre et pas nous. Les jouisseurs, c'est celui qui est au pouvoir. Celui qui est au pouvoir, ou qui est ministre, ou qui gère le projet, est recruté dans la société. Ok, Mouyal Mangal. La sortie de Nicolas Kazadi était-elle vraiment opportune? Oui, opportune ou pas. Je situe mon analyse sur le plan anthropologique. Un jour, Joseph Kabila avance et serre la main à son ministre des Finances.
Ne citez pas les noms. Je ne citerai pas les Très noms. bien. Et Joseph Kabila dit à son ministre des Finances, Mais c'est bonjour monsieur, les 30%. 40%. Ok. Ça signifie que Kabila avait toutes les informations sur les pratiques au niveau du pouvoir des ministres des Finances. Vous savez que généralement chez nous, et il faut inscrire le discours d'Edi, là où le ministre des Finances prie, tous ceux qui ont des dossiers commencent à fréquenter cette église-là. Oui. Tous les gens qui savent... Même s'il ne fait pas partie de l'église, mais il y va pour la circonstance. Pour la circonstance, parce qu'on a la chance de le rencontrer et d'obtenir telle ou telle autre facilité. En fait, ça pose le problème d'abord du service public. Le service public, tel que nous le présentons, c'est comme si les autres doivent se courber pour qu'ils bénéficient de ces services. Deuxième élément, notre relation à l'argent, ça pose un sérieux problème. La relation que le Congolais entretient avec l'argent pose de sérieux problèmes. Parce que justement, le politique croit que c'est lui qui doit détenir l'argent. Or, l'argent détenu par le politique n'apporte pas le développement. C'est justement pour la jouissance. Regardez tous les politiciens qui ont fait la carrière, qui ont fait ceci. Les politiciens ne créent pas des entreprises. Et souvenez-vous que plusieurs rapports de la Cour des comptes ont démontré que, effectivement, depuis 1+4, le gros du budget de l'État est consommé par des institutions politiques. Au niveau de leur fonctionnement. C'est cela. Oui. Alors, à quel moment, qu'est-ce que nous accordons au développement? Nous avons du mal à penser le développement. Pourtant, je me souviens, en 1984, quand moi j'arrive à Kinshasa, j'ai pris place à bord de l'avion Caravelle Fonchi. Oui, appartenant à un homme d'affaires. Un homme d'affaires, oui. Fond de Chilenge. Nous sommes en 1984. Il y a des Congolais qui avaient déjà des compagnies aériennes. Des compagnies aériennes. Mais aujourd'hui, on a chuté. Des gens comme des Mukandila, Monjumoule, ils avaient, dans les années 80, ils avaient des compagnies d'aviation. Comme le colonel Lenga, à l'époque des forces armées, il est de Maïndombe. Souvenez-vous oui. que justement vers ces années-là, Dokolo avait une banque, la banque de Kinshasa. Vous voulez dire quoi par là, mesdames? Oui, ça veut dire, si on s'inscrit dans une action de jouissance, je dis, l'argent généré ou distribué par les politiciens, cet argent ne va pas déboucher sur le développement. Ça crée plutôt des conflits. Parce que chacun se bat pour accéder à la mangeoire. C'est le moment de la mangeoire, c'est le moment de positionnement, et on est prêt à tout. On est prêt à trahir. Voilà. Parce qu'on doit aller à la Est-ce que mangeoire. vous ne trouvez pas que ce discours tenu par Nicolas Kazadi pouvait bien soutenir à l'interne que d'exposer sur la place publique? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Comme le ministre des Finances, il est le mieux situé pour peser au Conseil des ministres, pour présenter le tableau, pour démontrer que nous avons les signaux qui sont rouges, nous devons arrêter telle manière de faire de ceci ou de cela. Il ne l'a pas fait, mais il a préféré la sortie médiatique. Et une sortie médiatique de cette manière démontre 3 éléments. Le premier, il a trahi son père. Non, doucement. Quand Médard affirme qu'il ne l'a pas fait, c'est pas vrai, parce que Kazadi, dans son interview, dans cette émission-là, il dit qu'au Conseil des ministres, Ezala Bitumba. Donc, vous ne venez pas tout de suite. Il faisait passer ce message même au Conseil des ministres. Il a dit seulement que lui, il se reproche du fait que, après avoir été, il estime, c'est lui, après avoir été dans plusieurs pays et vu comment ça fonctionne, il a un peu beaucoup de prémonitions que les autres. Mais pourquoi n'avait-il pas démissionné? Non, c'est une approche, c'est une option. On peut démissionner, tout comme on peut estimer qu'avec le pouvoir dont on dispose, on peut contribuer à changer les choses. Okay. D'accord, Médard, allons-y, Médard, on revient sur vous. Deuxième élément, il a trahi d'abord son père. Son père, il a trahi sa propre éducation, il a trahi son parti. Médard. Oui, justement. Vous allez jusqu'au niveau de l'éducation? Oui, mais parce que quand vous voyez le profil de quelqu'un comme Kazak, c'est un profil enviable. Alors, c'est de lui, des éléments comme ça ne pouvaient pas sortir. Parce qu'il a quand même fait un profil, il n'est pas n'importe qui. Il a fait de grandes choses. L'argentier congolais. L'argentier congolais, il est passé par la Banque centrale, on l'a vu
dans les organisations internationales, le FMI là-bas. Il a même été ambassadeur. Voilà. Et donc, je vous dis, quand on regarde quelqu'un de ces profils-là, choisir cette manière de faire, je dis non, bon, vis-à-vis de Tshisekedi, c'est comme dit un jour Jules Tshisekedi Étienne ou Félix? Félix, bien sûr. Ok, ok. Félix, bien sûr. Et toi C'est aussi, comme. mon fils. Et toi aussi. Filimo. Tout coco et Et tout Philippe. comme au film. Et donc, comme Mobutu a dit, on m'a poignardé par le dos, mais Kazadi a préféré poignarder par la patrie. Bon, voilà tous les éléments. Et vous voyez par exemple le niveau de personnalité. Nous, la RTLC, nous sommes victimes de la discipline de Kazadi autour de Maboko Bank, les ajoute à notre salaire. Il a choisi le micro de la RTLC pour dire, en tout cas, moi je ne vois pas dans quelle ligne je vais donner de l'argent au personnel de la RTLC. Et il n'a pas donné. Ça veut dire qu'il a le pouvoir. S'il avait la capacité, il choisit la Il allait résoudre ce problème. Oui. Mais il l'a Il pas choisit fait. la RTLC pour venir nous défier et nous nous sommes inclinés. Et donc, il ne peut pas nous démontrer qu'il n'avait pas le pouvoir. Non, il avait le pouvoir parce qu'il nous a refusé cet argent. Cédric Enina? Oui, à entendre les discours d'abord de Dichala, il dit que. Il a généralisé d'abord pour dire que c'était un discours pédagogique. C'est de la pédagogie. L'homme congolais. La jouissance ne date pas d'aujourd'hui. On essaye de relativiser l'acte. Médard nous plonge encore dans des généralités Anthropologiques. d'anthropologie. Non, non, c'est le type Jusqu'à des hommes. réduire les Nous devons discours arriver à connaître les Congolais. à l'appartenance très bien. politique ou encore idéologique pour dire qu'il a trahi tel ou tel autre part. Allez-y, on vous écoute. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave dans un pays, parce que nous sommes un pays démocratique et sérieux. Je crois que la justice devrait se saisir des propos de Nicolas Kazadi. Il fut argentin. Il est dit dans quel contexte? Et il est dit, quand vous voyez devant l'écran, c'est avec agacement. C'est-à-dire, c'était répétitif. À chaque fois que l'argent sortait pour un projet, les gens se distribuaient. Donc, Kazadi parle d'une pègre qui existe. Il parle d'une sorte de drangheta, comme la mafia italienne, qui existe dans ces pays. Chez nous, en République démocratique, sans citer les noms des gens. Parce qu'il en est capable. Il connaît les projets. Il faut que la justice, connaît les il faut que la justice s'invite. La justice doit s'inviter. Et Kazadi, il a fait une dénonciation à la télé, devant les médias. Il doit s'expliquer et aller en profondeur pour qu'on énumère quels sont ces projets dont il était question à l'époque où les gens se sont distribués de l'argent comme de pain. Et qui sont ces jouisseurs? Et lui, comme l'a dit Médard à un moment donné, il avait adopté quelle attitude? Parce que c'est lui l'ordonnateur, c'est lui qui tenait les finances publiques. Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est une dénonciation. Il s'agit d'un fait de tournement, si on peut le dire ainsi. Une fois avéré, une fois que la justice puisse faire la lumière sur les propos tenus par l'ancien ministre des Finances, qu'on puisse faire la lumière et que les responsabilités soient établies. C'est simplement ça. Les grands Moufouégué, apparemment, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, s'est emberlificoté au travers de ses propos au cours de cette sortie médiatique. Tout à fait, Blaise. De mon point de vue, la sortie médiatique de Nicolas Kazadi pose la vieille problématique de la gouvernance financière en République démocratique du Congo. Il faut partir du statut du locuteur. Qui est Nicolas Kazadi? Un ancien argentier national, un ancien ou un proche du président de la République, au cadre du parti présidentiel UDPS. Ça, c'est le statut du locuteur. Député national. Député national élu de Miabi, mais surtout député UDPS. Ça signifie Nicolas Kazadi, c'est le pouvoir. Deuxième niveau, je crois que Cédric l'a effleuré, c'est le contexte. Il le dit dans quel contexte? Kazadi se donne à des dénonciations ou des allégations non seulement graves, mais gravissimes, liées à des malversations financières, à des corruptions, à des partages qui donnent l'impression d'une conception manducatoire, c'est-à-dire le pouvoir est conçu comme un gâteau à se partager et manger. Le contexte, c'est quoi? Nous sommes en pourparlers avec le Rwanda pour signer l'accord de paix. Le contexte, c'est quoi?
Nous sommes en négociation avec les rebelles à Doha. Les contextes, c'est quoi? Nous avons besoin des investisseurs pour venir donner des ailes au projet de société du président de la République. C'est ce contexte-là que Kazadi choisit pour tirer à boulet rouge sur la gouvernance actuelle, du régime actuel. Troisième niveau, il le dit avec quel médium, problème des médias. Mais tout le monde a suivi. C'est un média proche de l'opposition. Ça veut dire, quand vous analysez les propos de Nicolas Kazadi, il joue la carte de la victimisation. Eddie a dit, il a suivi la vidéo. Kazadi s'est plaint de l'entourage du président de la République. Il dit, le président est mal entouré et mal conseillé. Est-ce qu'il fallait le dire? Est-ce qu'il fallait le dire sur la place publique? C'est ce que j'ai dit, le contexte le rattrape. Il le dit, donc il attaque l'entourage du président de la République qui a des problèmes sérieux. Mais on devrait le dire comment? S'il vous plaît, qu'il termine, Kenina. Allez-y. Non mais allez-y, les grands, allez-y. Je poursuis ces mots. Oui. Ne répondez pas encore. Allez-y. Je ne réponds pas. Ok, allez-y. J'ai commencé par peindre le contexte. Je suis au niveau du média. C'est pas de façon innocente que Kazadi décide de parler à ces médias-là, que je ne voudrais pas citer. Oui, mais qui est géré par une consoeur. Une consoeur, mais proche de l'opposition aussi, on peut le dire. Pourquoi vous l'identifiez comme ça? Mais on voit la qualité des gens qu'elle reçoit. Je ne veux pas faire ça. Ces propos n'engagent que son auteur. Alors, pour amorcer la chute ou la clôture de mon propos, vous sentez qu'il est dans une posture de victimisation. Il attaque son pouvoir, comme l'a dit Médard, il attaque son chef pour se repositionner. La logique est iconoclaste. C'est-à-dire qu'Azadi sape tout ce que le pouvoir actuel a fait en termes de finances publiques. Il essaye de s'innocenter ou se sanctifier. Mais là, il est rattrapé. Qu'il s'agisse de malversations financières, l'argent des projets distribués comme des cacahuètes, il ne l'a jamais dit. Pendant qu'il était ministre. Disons, de la manière dont il a parlé, quand il est argentin national, tout ça. J'ai senti Nicolas Kazadi un frustré, un type inquiet, et il le dit, je vais chuter par là, au moment où on lui a ravi les beefsteaks de la bouche. Il n'est plus argentin national. Je crois que quand vous voyez même la mimique, la gestuelle, les visages tels que ça s'est présenté, il est frustré, il y a beaucoup de réserves. Mais pour chuter, j'en viens à ce que c'est dit. Mais pourquoi vous devez absolument répondre à ces Non, je ne réponds pas. Mais alors? J'aimerais, je ne réponds pas. Je voudrais dire que les propos de Kazadi sont non seulement graves, mais gravissimes. Et ça demande des enquêtes sérieuses, des enquêtes judiciaires. Et là, je voudrais que le pouvoir d'injonction dont se prévaut le ministre de la Justice entre en jeu. Parce que les voleurs de l'argent de la République ne sont pas moins dangereux que Corneille Nangaa. C'est à lui de nous démontrer comment ça s'est partagé, cet argent partait où. L'État, c'est d'abord... On va suivre, s'il vous plaît. On va suivre, s'il vous plaît. Blaise la conception bandicatoire du pouvoir pour Kazadi. En toute vérité, et là justement pour ça, nous allons suivre de près ces dossiers et nous allons y revenir et pour donner encore plus d'informations en rapport avec ces dossiers. J'espère que la justice va s'inviter. Non, la justice ne s'invitera pas. Elle va faire quoi? Il faudrait que je donne quand même un détail. Je pense que tous nous avons suivi l'interview de Kazadi. Kazadi dit ceci sur la question des finances publiques. Il dit qu'il est le premier ministre, ce qui n'est pas faux, à avoir terminé un projet. Il est le premier ministre des Finances. Il est le premier ministre des Finances. Ok, il faut cette précision. Allez-y. Il est le premier ministre des Finances à avoir terminé un programme avec le FMI. Personne ne l'a contredit sur la question. Il dit aussi dans cette interview que les finances publiques sont sur la bonne voie. Il faudrait que l'on garde le cap. C'est pourquoi je dis que les questions évoquées de façon générique, comme moi je les regarde de façon assez globalisante. Quand le ministre des Finances dit, l'ancien ministre des Finances dit que le projet, la culture congolaise, c'est que quand il y a l'argent du projet, on se le partage d'abord. C'est une question générale. Il va pas dire, il se le partage pas comme, ils mettent pas sur la table. Nous avons 5 millions, toi tu prends 2 millions. Non. Et ça se fait comment? Non, on organise un salaire faramineux.
pour les dirigeants. Et tout Mais ce qui tu passe. me crampons sur une seule phrase. Doucement. Une seule phrase. Est-ce qu'on peut avoir la... S'il vous plaît. Edi Tchala. Kenina. Est-ce qu'on peut avoir l'élégance de suivre... Que ce soit sur une table, que ce soit sur... Il dit aussi, j'ai suivi. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît, Cédric, ayons la culture, s'il vous plaît, Edi Tchala. Ayons la culture de suivre quelqu'un quand il parle. Et puis nous sommes dans la dialectique. Nous sommes dans la dialectique. Vous allez réagir. Mais le mieux serait de le laisser aller jusqu'au bout de sa pensée. Et puis vous prenez la parole. Il explique de façon imagée ce qui se passe. Je suis très loin de le soutenir en tant que personne. J'analyse plutôt ses propos. Il dit qu'il y avait 5 milliards de dollars de financement, de frais de fonctionnement à l'Assemblée nationale. Chaque fois qu'il y a augmentation du budget, nous sommes arrivés à 45 milliards. Donc chaque fois qu'il y a augmentation du budget, parce que le budget vient du gouvernement, le projet vient du gouvernement, on constate qu'il y a augmentation du gouvernement. Ceux qui sont autorités budgétaires constatent qu'eux aussi ils ont des besoins, il faut augmenter leurs frais de fonctionnement. Il a expliqué dans cette émission-là. C'est une façon de dire que chaque fois qu'il y a l'argent dans la caisse de l'État, ceux qui ont la possibilité... Je vous ajoute un fait. Il a également parlé de la création de plus de 53 établissements publics. Mais là au moins, non seulement grave, c'est gravissime. Mais parce qu'on en a débattu au cours du Conseil des ministres et le président de la République a demandé au gouvernement de voir quelles sont les structures qui sont budgétivores et puis on va s'en occuper. Quand même, c'est une question que le gouvernement a pris à bras-le-corps, et même le chef de l'État lui-même. Ce qui est grave, on s'en aperçoit après 5 ans, après 6 ans. In fine. On ne s'en est pas aperçu maintenant parce que Kazadi était parmi ceux qui le voyaient déjà. Il a dit fait une sortie médiatique. On évolue. 2, 3, 4 jours après, on fait un rétropédalage pour vérifier. On vérifie. Quelles sont les institutions budgétivores, tout ça. Non. Le Conseil des ministres a débattu de cette question avant l'intervention des Kazadi. Mais plusieurs années plus tard, c'était pas après Kazadi. Il faut qu'on recadre les choses. Le Conseil des ministres a parlé des structures qui sont budgétivores avant que Kazadi n'intervienne. Bon, d'accord. Nous allons suivre ces dossiers. C'est la raison, le bien fondé même de cette émission, en toute vérité, parce que nous sommes là pour dire la vérité et rien alors que la vérité. On passe maintenant à autre chose. Il y a des nouveaux dirigeants au niveau de l'IGF. Alingueti est parti, Jules. Moi, quand nous on grandissait, il y avait quelqu'un à l'époque de Mobutu, le responsable de l'IGF s'appelait Papa Kazumba. Et il a donné du tonus à cette structure. Et puis aujourd'hui, l'IGF était dans une léthargie totale. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive, il remonte cette structure en confiant les responsables de la direction de cette structure à M. Gilles Alingueti, qui a également donné du tonus, mais grand a été notre étonnement, du moins pour les téléspectateurs, de constater qu'un jour il dort, il se réveille, et puis il y a les ordos qui sont lus pour le départ de Gilles Alingueti, et même il est même déclaré retraité, il est mis à la retraite. Et admis à l'émérita. Admis à l'émérita. Vous allez nous expliquer tout ça. Est-ce que vous vous attendiez au départ de Gilles Alingueti de l'IGF? Cédric Kenina. D'abord, je tiens à souligner que c'est vraiment une sortie honorable. C'est un haut fonctionnaire. C'est parmi les rares fois qu'on assiste à une sorte d'épilogue aussi appréciable, la fin des vies professionnelles d'une personnalité comme Gilles Alingueti, qui sort par la grande porte après avoir servi pendant plusieurs années, plus de 20 ans, en tant qu'inspecteur dans le domaine des finances publiques, dans la traque même des délinquants financiers. Des coulons en cravate. Des coulons en cravate. S'il faut parler de l'IGF, vous venez d'une manière succincte de parler de l'historique de l'IGF. En tout cas, personnellement, nous, on ne savait pas qu'on avait une institution qui pouvait être si efficace dans le contrôle
dans la gestion quotidienne. À notre époque, nous l'avions des connu, finances. avec Papa Kazumba. Et D'où repos à son âme. Si c'est à l'époque de Mobutu, Oui. ça m'étonnerait parce que lui-même était le premier à fragiliser ce genre d'institution par les actes qu'il posait en termes de gouvernance. Ça n'engage que son auteur. Félix Tshisekedi arrive, met en avant-plan la bonne gouvernance financière et fait porter à Lingueté ces projets combien louables d'assainir l'espace public, de moraliser même l'espace public à travers la gestion efficiente des ressources de l'État. 5 ans après, je crois que cela fait presque unanimité. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent en douter. Et très souvent, comme lui-même il le disait, je le suivais, quand vous voyez quelqu'un s'acharner contre une personnalité qui lutte contre la corruption, Vous faites son avocat? point n'est besoin, pas faire son avocat. Ok. Ce sont des faits. Point n'est besoin d'aller ailleurs ou d'un dessin. C'est celui-là qui est le délinquant financier. Et on a vu la présence d'Alingueté faisait trembler tout le monde. Le monsieur a incarné pendant 5 ans, le peu de sérieux qui nous restait en tant que Congolais dans la gestion de la chose publique. Et que maintenant qu'il sort par la grande porte, il a dit, c'est la retraite et c'est le méritant en même temps, c'est le couronnement d'un travail bien fait, De longue haleine. d'une mission accomplie. Maintenant, Christophe Bissimois qui arrive, qui est également quelqu'un qui connaît très bien les secteurs, je crois qu'il doit s'inscrire dans la continuité et faire en sorte que l'image que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'on parlait des Kazadi tout à l'heure. Vous parlez de Bissimois, c'est Bitassimwa. Bitassimwa, Ouais. mes excuses. Ouais. On parlait de la fraude, de détournement à grande échelle. Ça, c'est un fait. J'ai reçu un professeur, qui est un journaliste. Il m'a dit, sans sourciller, les Congolais est foncièrement voleurs. Les Congolais est foncièrement détourneurs. D'où il faut mettre en place des mécanismes susceptibles Pourquoi ce professeur a généralisé les choses? Oui, Vous il a croyez qu'à généralisé toutes les parce règles, que- les exceptions ne manquent? Justement, c'est la proportion qui est minime des gens sur qui on peut compter pour ces pays. Et l'ancien président Joseph Kabila parlait de 15 personnes. Il n'avait pas trouvé 15 personnes. Et il n'avait pas Malgré trouvé la longévité au sommet de l'État. 18 ans. Le Oui. président Tshisekedi arrive, on peut se faire une idée de la gestion. On sent qu'il est seul avec une poignée de personnes dans la lutte et la majeure partie, la plénière, qui sont tout autour de lui, Et dans la jouissance. presque dans la puissance. Parce que les choses n'évoluent pas. C'est pas assez. gratuit, c'est pas gratuit ça. Non, mais c'est pas très loin de la vérité. Hein? Nous restons Oui, mais dans- attendez. Nous dans sommes les faits. devant les téléspectateurs. Je crois qu'à un certain niveau, il faut que nous puissions peser les mots que nous utilisons. Justement, nous sommes Hein? Il faut pas pasticher contexte parce que tel a dit ça et que nous aussi à notre niveau nous devons relayer. Ayons quand même, Le président Tshisekedi arrive au pouvoir, la première des choses, il s'est étonné du niveau de la corruption dans le pays. Et ça c'est ce n'est pas- à ses débuts. Oui, non, mais ce n'est pas d'un revers de la main. qu'on Oui, doit mais c'est à ses travailler. débuts. Mais il y a C'est des dans ses efforts débuts. considérables qui ont Oui. été fournis pour qu'on puisse arrêter quand même cette hémorragie. Vous savez, avec la mafia, c'est quoi? On consentit des efforts. On met en place des mécanismes pour faire en sorte que le volume en termes de détournement puisse diminuer. Eux également mettent en place des stratégies. Des stratégies contraires pour contourner ce qui est institutionnalisé, ce qui est mis en place, les cas de l'IGF. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit autour d'Alingueté? Maintenant qu'il sort de sa retraite, que tout le monde salue, il y a de ça et là des gens qui en profitent. Oui, c'est des bonnes guerres. C'est des Pour dire c'est les des bonnes. choses derrière. Même quand il était à la tête de l'IGF, c'est pas tout le monde qui saluait tout ce qu'il faisait comme action. Mesdames Mouyal Mangal, Christophe Bitassimwa, c'est le nouveau patron de l'IGF aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Bon, je ne le connais pas assez. C'est quelqu'un qui a grandi hein, dans ses rouages, secrétaire général, et puis au niveau de l'économie. Et il a vraiment grandi Ok, dans ce secteur. Espérons que justement il va s'inscrire dans la continuité des services publics. Parce que ce que nous sommes en train de déplorer, c'est la pauvreté au niveau du Congolais.
face à la pauvreté, le Congolais a mis des mécanismes de survie, notamment les mécanismes institutionnels au niveau de la politique. On va en politique parce qu'on a la possibilité d'avoir l'argent. L'argent. On se fait élire député parce que j'ai un nombre assez élevé de députés et je vais entrer au gouvernement. Pour avoir autant de ministères. Mon époux, oui, j'aurai autant de ministères. Entre les enfants et les épouses vont me remplacer comme suppléant à l'Assemblée nationale et j'aurai la capacité de placer les autres enfants dans la gestion des entreprises publiques. Quand on parle de ces postulats, donc on prend le pays en otage. Nous devons dire avec efficacité que le pays est pris en otage par des individus qui imposent une manière de faire. Et c'est ça qui explique la pauvreté. Et cette pauvreté s'explique aussi au niveau du traitement du fonctionnaire congolais. Les rares, comme les Jules Aligeti, qui peut aller en retraite et tout le monde se salue. Mais il y a des retraités qui ne savent pas quoi faire. Ils ont autant servi et lorsqu'on arrive au bout de la carrière, c'est le début de la misère. C'est très fréquent. Parce qu'il a mal géré. Il y avait le gain facile. Non, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de sécurité sociale. La sécurité sociale n'est pas garantie aux gens qui travaillent. Et le troisième élément, la production de la richesse. Je dis, l'espace politique n'est pas le lieu de production de la richesse. Il faut permettre aux opérateurs économiques de produire de la richesse. Je déplorais que dans les années 80, les Congolais avaient des entreprises d'aviation. Aujourd'hui, ce sont des Libanais, ce sont des Pakistanais. Et donc, ça signifie que quelque part, nous avons commis du retard. Si nous nous intéressons, si vraiment nous aimons ce pays, il faut nous interroger quelle est la part du Congolais dans l'économie nationale. Regardez toutes les banques commerciales, ce sont des banques tenues par les expatriés. Alors, quand il s'agit de financer un projet de développement, ces expatriés-là vont financer les expatriés des vivants en République démocratique du Congo. Et donc, au sacrifice des Congolais. Alors, très bien. Très bien. Médard, merci beaucoup, Médard. Les grands Moufouégué, qu'est-ce que nous pouvons attendre de Christophe Bita 6 mois à la tête de l'IGF? Comme nouveau patron de l'IGF, de Christophe Bita 6 mois, je crois qu'il faut attendre la poursuite de la traque contre la délinquance financière, contre les délinquants financiers, mais surtout renforcer l'indépendance de l'IGF. Il faut éviter tout ce qu'il y a comme pression politique, récupération politicienne, pour que vraiment l'IGF puisse voler de ses propres ailes de façon beaucoup plus libre. Mais pour revenir à ce que vous disiez, j'ai dit sous d'autres cieux, au regard du travail abattu, je crois que M. Alinguete devait être médaillé parce que avec lui, on a senti qu'il a imposé une certaine exigence de redevabilité en matière de finances publiques, une certaine crainte par rapport à toutes ces personnes qui ont une parcelle de responsabilité en termes de finances. Mais étant un homme, il y a des critiques qu'il faille faire. Je fais un peu marche arrière. Tout ce que Nicolas Kazadi a déploré ici, malversation financière, je crois que si ça s'était passé, ça veut dire que quelque part, Ali Guédé n'était pas allé en profondeur. Et puis on a senti une certaine, excusez-moi, une certaine sélectivité au niveau des entreprises où lui faisait son travail. Où les inspecteurs sont descendus. Ils sont descendus, ils n'ont jamais livré le rapport. Grande a été la déception du personnel de ces entreprises de constater que les inspecteurs sont rentrés sans toutefois qu'il y ait des sanctions. Ils sont allés faire le travail, on a mis les rapports dans les tiroirs et puis ils sélectionnaient presque les entreprises. On en a plusieurs, les entreprises étatiques. Très bien. Ça, Bita 6 mois doit vraiment éviter. Très bien. Refaire à Alinguete bis. Edith Chala, à l'instar de Kazumba, Jules Alinguete doit être considéré comme une référence au niveau de l'IGF. Non, ce n'est pas un point de vue que je partage, moi. Allez-y. Parce que les jours qui ont précédé le départ, la mise à la retraite de Jules Alinguete oui, ne laissaient rien présager.
Alinguete a fait 37 ans de carrière, c'est normal qu'il aille en retraite. Mais il a, je crois, 62 ans. Il a encore de l'énergie. Je ne l'ai pas vu, lui, montrer les signes de quelqu'un qui veut aller en retraite. Il montrait encore beaucoup d'envie de continuer à traquer les malfrats comme il le dit. C'est une retraite anticipée? Je crois, une retraite anticipée. Il pouvait bien continuer? Pour sauver l'image de l'IGF. C'est mon regard des choses. Allez-y. C'est surtout quand vous recevez carte blanche que les instructions sont très illisibles. Quand le président de la République vous dit qu'il vous soutient, il soutient ce que vous faites, il faut avoir très peur. Parce que si vous ne faites pas attention, vous prenez beaucoup trop des ailes et vous commettez beaucoup de fautes. Et c'était son cas? Je pense que c'est le cas. Vous avez vu la lettre qui a circulé. Alinguete était en train de contrôler les gens qui géraient les finances publiques. Mais il pouvait, pour avoir travaillé autour de l'avenant du projet Sicomine, se donner comme ça 10 millions de dollars pour avoir travaillé à cela. Se le partager. 10 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Franchement. Et quand le Japon nous donne à la République démocratique du Congo 27 millions de dollars pour la réhabilitation du réseau électrique à Mwamba. Vous êtes à 7, 8, 9, vous vous faites rémunérer à hauteur de 10 millions de dollars et vous... Mais franchement, je pense que... Est-ce que vous aviez vérifié ou c'est seulement c'est au niveau des RS? La lettre est signée. Est-ce qu'on a vérifié? La lettre est signée. Ah oui, il faut pas nous limiter au niveau des réseaux sociaux. Il Mais faut authentifier. en dehors de ça, le fait que Jules Alinguete ait muselé la presse fait soupçonner sa façon de faire. Il y a très peu de médias qui étaient capables de critiquer le travail d'Alinguete. Quand vous êtes en démocratie, parce que la démocratie c'est la participation, c'est la transparence. Quand vous réussissez à museler la presse, c'est que vous avez des choses à cacher. Je pense que le mot n'est pas à sa place. Museler la presse. Museler la presse. Non, travailler, s'il vous plaît, Kenina, vous aviez des pouvoirs. Kenina, s'il vous plaît. Le mot est justement bien pris parce qu'avec la... Alinguete, c'est qui est vrai, Alinguete avait travaillé pendant son mandat avec une certaine presse qui était permanente à ses côtés pour effectivement parler de ce qu'il faisait à l'instar de la patrouille financière. Celle qui fonde l'opinion, celle qui oriente l'opinion publique avait été dans sa poche. C'est une mauvaise approche pour vous, associer la presse? Une très très mauvaise approche. Et vous croyez que son successeur ne le fera pas? Il faudrait qu'il ne le fasse pas. Parce qu'il faudrait que la presse ait la possibilité d'engager des débats de cette nature pour regarder ce qu'il fait. Vous êtes allé accuser tel ministre. Vous êtes allé accuser tel directeur général. Vous avez dit qu'il a détourné. On va devant la justice. Il faudrait que vous soyez en mesure de démontrer noir sur blanc que la personne a effectivement détourné de l'argent. Si jamais ce n'est pas possible, alors on prend sur... Attendez. Vous aussi, vous aviez fait votre lecture. Tchala ne vous a pas interrompu. Allez-y. Et très souvent, quand il intervient comme ça, j'ai peur le fil. Voilà. C'est une stratégie pour te déstabiliser. T'en as fini? Tout à fait. Tchala, t'en as fini? Voilà, je crois que Oui, alors les grands, s'il vous plaît, Kenina, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. C'est à plaindre également. C'est-à-dire, au regard de la vastitude, de l'étendue de la responsabilité qu'Alinguete avait, il contrôlait tout le monde sans être contrôlé lui-même. Et je crois que dans ce sens-là, il y a eu des abus. Très bien. Alors, nous avons... Vous voulez placer juste un mot? Mais pourquoi vous êtes sensible Attendez. Il est très sensible. Il est très sensible sur les propos qui sont contre Alinguete. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une proximité géographique? Ça fait mal quand une personnalité se démarque de l'ensemble des habitudes sociétales et que celle-là soit coulée au pilori pour les simples faits une correspondance. Mais tout le monde, non, on a reconnu. Attends, Kenina, attends, il faut pas dire tout le monde. On a reconnu les mérites de Gilles pendant son. Mais aussi la gabégie financière qui entourait ses actions. Ça, Kenina ne semble pas. On a rappelé ses allez-y. Alinguete avait un pouvoir contraignant face aux médias. Non, pas contraignant. Ou encore un pouvoir financier avec l'argent. L'IGF n'est pas une entreprise publique. Mais a beaucoup de moyens. Ce n'est pas la structure la plus nantie du pays. On a eu un ministre des Finances
dont le nom a été cité dans un fait de détournement, avec l'histoire du forage et autres, je ne pense pas que l'IGF serait plus nanti que le ministère des Finances. Laissons le temps au temps, nous allons la chose sous cet angle. D'accord, laissons le temps au Ce sont temps. les actes qu'il a posés durant son mandat, durant l'exercice de ses fonctions. C'est simplement ça. Il est très sensible, hein, En fait, sur Jules. il y a eu un contrat. Policier d'un financier certain qui nombre était, de il n'avait médias pas de moyens. Et des engagements Non, mais les des moyens, médias. c'est- S'il vous plaît, c'est Médard qui parle. C'est S'il vous plaît, Kenina. On a constaté qu'au niveau de l'IGF, il y a eu la signature d'un contrat avec un certain nombre de médias ici à Kinshasa, avec l'engagement pris par les médias de ne jamais critiquer l'IGF ou de ne pas voir à noir toutes les Et si vous étiez, s'il vous plaît, allons-y doucement. Kenina, allons-y. Est-ce que vous croyez que si, en rapport avec les médias, vous croyez que si quelques-uns parmi nous ici étaient associés à ces médias qui ont travaillé en étroite collaboration avec l'IGF, vous allez tenir ce discours? Non, il y a ce qu'on appelle le contrat. En fait, il y a je dirais, des mauvaises habitudes qui sont entrées dans le système médiatique congolais, dans ce qu'on appelle le contrat. Or, le journaliste a la responsabilité de faire son travail en toute liberté. Avec les contrats, là, il est lié. Hein. Justement, l'argent vous lie. Hein? L'argent vous lie. Vous êtes bloqué. Parce que L'argent est un pouvoir. l'argent Surtout avec la précarité. Allez, on tend vers la fin. Sur les autres. Je ne sais pas On si tend il y a vers la fin de l'émission. On avait prévu les embouts et les braquages à Kinshasa qui constituent un casse-tête, mais il n'y a plus de temps. L'Oréal Patrick Kachalano dit qu'on n'aura pas le temps de parler de ces embouteillages. Nous allons y revenir la semaine prochaine, mais plaçons quand même un mot sur, il s'appelle comment encore, Léon XIV, qui a été élu pape pour l'Église catholique. Il remplace un autre pape qui nous a laissé, d'où repos à son âme, François. Est-ce que ça sera quoi? La continuité ou ça sera la rupture avec François? Mesdames Bouyal Mangala. le discours continuité ou rupture cache un certain nombre de problèmes. Le premier, Je pense qu'on dit continuité, c'est d'abord suivre la démarche de François. de François. Oui. Or, François, on le sait, il a été embarrassé entre les conservateurs et les progressistes. Les conservateurs lui reprochaient trop d'ouverture, notamment autour du concept de la miséricorde, en voulant dire on peut bénir Les homosexuels. Ce qui n'est pas en phase avec le christianisme. Parce que même s'il se disait, mais qui suis-je pour condamner? Mais François a ouvert des brèches, Une boîte de Pandore. une boîte de Pandore, surtout dans la culture occidentale, où l'Église est en train de perdre ses pieds. Donc le christianisme a perdu le pied en Occident. Et donc là où le christianisme perd le pied, on dit, on peut se permettre un certain nombre de choses. Très bien. Les grands Moufouengues, on termine avec vous, parce qu'on est vraiment secoué par le temps. Hein. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous attendez de Léon XIV? Léon XIV a plusieurs défis. C'est d'abord, il doit poursuivre la réforme de la curie romaine entamée par François. Il doit jouer à l'unité. Médard l'a dit, l'Église est écartelée entre deux blocs, à savoir les conservateurs et les progressistes. les progressistes. Troisième élément en termes des défis, c'est que le pape étant ou jouant le rôle moral dans les négociations internationales, il devra dire un mot par rapport aux problèmes géopolitiques, aux problèmes interreligieux. Notez qu'avant d'être élu pape, il a été préfet de la sacrée congrégation qui nommait les évêques à travers les Désolé vraiment. Donc, c'est une position on allait vraiment parler de l'élection de Léon XIV. On est secoué par le temps. C'est un Américain. C'est pour la première fois qu'un pape américain soit élevé à ce niveau. Mais est-ce que, j'allais même vous demander, est-ce que la politique n'a pas pesé, hein, surtout avec Trump, avant l'élection du pape? On l'a vu habillé en tenue papale. Il a posté dans son compte X, mais il n'avait rien dit. Mais c'était déjà un message annonceur. Je voulais dire quelque chose. Je pense que pour répondre à votre question, c'est la tradition romaine qui a supplanté la réalité actuelle. Parce que
l'Église, les centres se déplacent vers l'Afrique, vers l'Asie. C'est là où il y a plus de fidèles catholiques. Mais curieusement, c'est toujours la tradition latine qui prend le dessus. On dit des papes, c'est un citoyen du monde. Il est des pères franco-italiens, la maman est espagnole, lui-même est né aux États-Unis, il est américain, il a pu se passer son temps au Pérou. Il a acquis la nationalité péruvienne. C'est bien bon, c'est un citoyen du monde, mais à retracer tous ces parcours, on s'est dit l'Afrique n'a pas sa place. On s'est dit on est loin de l'image d'un pape. Vous auriez aimé un pape africain, Edith Tchala? On parlait du Ghanéen et du Congolais Ambongo. En réalité, les papes sont la résultante d'un système. Le système, il est au Vatican. Bon, le pape n'a pas beaucoup d'influence de mon point de vue, on n'a pas beaucoup d'indépendance au regard du système qui existe au Vatican. Très bien, merci beaucoup, mes chers amis. Merci pour votre participation à cette... c'est le 40e numéro, le 5e. Le 5e numéro. Et en toute vérité, une émission qui prend l'allure, le nombre de vues au niveau des plateformes, ça progresse et c'est déjà une bonne chose. Faites-nous confiance et nous sommes là pour vous informer. Nous disons merci également à l'équipe technique ici présente qui nous a permis de vous atteindre sans disposition protocolaire. Merci au Réal Patrick Cash. Et grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir acceptés. Nous aurons l'occasion de vous retrouver prochainement avec cette idée originale qui porte la signature de Sylvie Elengue, directeur général de la RTNC. En toute vérité, c'est sur la RTNC et nulle part ailleurs. Merci et à la prochaine. À l'ère du numérique, la communication demeure encore